Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre ou approfondir des notions de base en cyber. Alors on a consacré les deux dernières vidéos à mettre en place notre stack technique côté serveur et aussi à nous initier aux bases de données, mais tout ça c'était des prérequis pour pouvoir enfin commencer la petite série de vidéos dont je vous parle depuis quelque temps. Alors avant de commencer, petit disclaimer, hein, tous les noms de personnes ou de sociétés, les logos, les mails ou n'importe quelle autre donnée dont on va parler dans les prochaines vidéos sont complètement fictives, hein. Je les ai inventées de toutes pièces juste pour l'exercice. Alors, notre scénario va être le suivant. On va incarner tantôt Julien, qu'on voit tremblotant avec sa feuille sur la gauche. Alors Julien, c'est un développeur web junior qui commence sa première mission au sein de la société Crédit Général Populaire, qui est une grande banque qui veut s'implanter en France et qui bien sûr a besoin d'un portail web pour ses clients. Et tantôt, on va se mettre dans la tête de John, à droite sur votre écran, qui est un auditeur en cybersécurité qui va tenter de trouver des failles dans le travail de notre ami Julien et aussi de lui donner quelques conseils pour corriger les problèmes. Alors, c'est vrai qu'il existe des plateformes toutes faites, hein, sur lesquelles on peut s'entraîner à trouver des failles et qu'on n'avait finalement pas besoin de recréer nous-mêmes un site web pour faire la même chose. Mais moi, je pensais que d'un point de vue pédagogique, c'était plus intéressant de faire nous-mêmes les erreurs à travers Julien, hein, de bien se casser les dents sur des problématiques de sécurité, parce que je pense que c'est comme ça qu'ensuite, on pourra mieux se mettre dans la tête d'un hacker éthique, mieux comprendre pourquoi il faut attaquer par tel angle, pourquoi le développeur a fait comme ça, comment il a pu imaginer telle chose. Bon, c'est ma démarche, on va voir si ça fonctionne, on va dérouler le scénario et on va voir ce que ça donne. Donc mettons-nous dans la peau de Julien Newby. Imaginez que vous arrivez dans un centre d'affaires, vous venez d'entrer dans une grande tour de verre, hein, la tour de verre du Crédit Général Populaire. Vous venez de passer une demi-heure avec la RH, avec le bureau des badges. Donc ça y est, vous avez votre badge. Vous vous dirigez vers votre poste de travail au 17e étage. Et là, sur votre bureau, vous trouvez une feuille imprimée avec votre ordre de mission qu'on va lire ensemble. Donc, l'ordre de mission vient de Thierry Martinez, hein, le responsable de l'équipe de développement, et on vous dit que dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure numérique de la banque, vous devez concevoir, développer et déployer le nouveau module d'accès client. Ok, alors ce qu'on va devoir faire, c'est développer à la fois le back-end et le front-end, développer trois composants en utilisant le PHP. Le premier composant, ce sera une page d'identification. Donc création de l'interface graphique de connexion, UX/UI rigoureusement conforme à la charte institutionnelle du groupe. Alors pour info, UX/UI, ça veut dire User Experience, User Interface. C'est en fait le parcours utilisateur. Parce que quand on crée un portail euh, à destination de clients, il est très important que ce portail soit ergonomique, que l'expérience utilisateur soit agréable et efficace. S'il passe trois plombes juste pour se connecter, il va tout de suite aller voir ailleurs. Évidemment, il faut mettre en place la sécurisation des formulaires de saisie pour les identifiants clients. OK. Notre deuxième composant, ce sera un contrôle d'authentification. Donc, il faut vérifier les accès en interface avec nos référentiels et nos bases de données sécurisées. Ben, ça tombe bien, les bases de données, on vient de se former, on connaît. Alors, il faudra faire attention à l'implémentation des protocoles de sécurité. OK. Et puis, une fois connecté, on arrive sur l'espace post-authentification, qui sera donc la page de consultation des comptes. Il nous faudra faire une restitution dynamique, fluide et sécurisée des soldes en temps réel et des historiques de transactions bancaires. Voilà, donc ça, c'est ce que nous allons devoir faire. Le cadre technique, alors, sans surprise, c'est du PHP et du SQL. Bon, ça tombe bien, hein, on vient de se former à SQL, donc on est prêt. Respect strict des directives du guide de développement sécurisé interne et des standards OWASP. OWASP, bon, moi je connais pas, c'est un acronyme compliqué, bon, ça doit pas être très important. Passons. Alors, s'agissant d'un environnement bancaire critique, une tolérance zéro est appliquée concernant les vulnérabilités, notamment les injections SQL,
Alors file XSS, CSRF, oulala, ça me parle pas tout ça, donc bon, je sais pas si c'est important, on verra. Un outil de code approfondi ainsi qu'un scan de vulnérabilité seront réalisés. Donc ça, c'est pas moi qui vais le faire, hein, parce que moi je suis développeur, donc c'est quelqu'un d'autre qui va faire ça. Au niveau de la confidentialité, bah, évidemment, je suis lié par le secret professionnel. Il faut que je commence maintenant. Date de fin le plus vite possible. Ça, c'est toujours le cas, hein, les managers sont toujours pressés. Voilà, bon, bah, j'ai plus qu'à signer et à commencer les devs. Eh bien, allons-y. Et comme le manager est super pressé, on va s'aider de l'IA pour générer notre page d'identification. Donc, on va tout simplement lui dire, génère une page web d'identification, d'identification en utilisant le logo 6 juin, histoire de respecter la charte graphique de la boîte. Alors, j'importe le logo, voilà, et je lance la génération. Voyons voir ce qu'il va me générer. Analyse, voici le code de connexion, super. Eh bien, donc j'attends qu'il finisse de bien tout générer. Je pense que c'est bon, ok. Je le copie, je vais le mettre dans mon éditeur préféré comme d'habitude. Donc on a bien la balise fermante, donc il a bien tout copié, parfait. C'est du HTML, donc pour la colorisation, je déclare que c'est en HTML. Je vais sauvegarder dans mon répertoire de travail, et ça va être la page qu'on va appeler login.html. Voilà, eh bien il ne me reste plus qu'à regarder ce que ça donne, on va quand même vérifier. Voilà, parfait. Alors, nous avons l'identifiant, le mot de passe, bon, c'est assez propre. Ok, on va apporter quelques modifications minimes au code. Donc je vais dans le code. Alors la première chose, je vais supprimer donc cette partie-là qui m'intéresse pas. Euh, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que username, on va l'appeler identifiant pour le différencier de l'ID. Donc l'ID, c'est avec ça que le JavaScript peut faire référence. Le name, c'est ce qui va être posté, puisqu'ici on est en méthode post, hein, c'est ce qui va être posté au serveur. Voilà. Et le password, on va l'appeler mot de passe. Pareil, c'est pour le différencier de l'ID plutôt technique. Alors ici, on submit, on va enlever ça, puisque là c'est l'IA qui m'a mis un petit commentaire comme quoi c'est une démo. Ok, ça on va l'enlever. Voilà. On va enlever aussi la partie se souvenir de mon identifiant et le code oublié, parce qu'on ne nous a pas demandé de le gérer. Moi je suis un peu fainéant, j'ai pas envie de faire des trucs supplémentaires. Si on me le redemande plus tard, je le garde en commentaire. Voilà, donc tout ça c'est parfait. Alors, au niveau de l'action, bah là, il faut qu'on précise vers quelle page on va aller. Donc, ça sera le deuxième composant qu'on doit développer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler ça, je vais l'appeler contrôle du login, contrôle de l'identifiant, contrôle identifiant.php. Donc ça, c'est la deuxième page qu'on développera. Donc bien sûr, pour l'instant, ça pointe dans le vide. Et ce qu'on va aussi faire, c'est que tous les styles qui sont insérés là directement dans la page, moi je vais les insérer dans une feuille de style à part, parce que je trouve que c'est plus propre. Donc pour faire ça, on met dans le header un link rel égale stylesheet et on lui dit où trouver la feuille de style. Et je vais mettre sur le serveur dans un répertoire que je vais appeler CSS qui contiendra toutes mes feuilles de style. Donc par exemple là, je vais l'appeler style accueil, style login plutôt. Voilà. Style login.css. Voilà. Et du coup, donc je sauvegarde ça, mais par contre, il faut donc que tous les styles qui sont là, on les déplace dans cette feuille de style. Comme ça, on ne mélange pas. Voilà. Donc je les mets là. Alors du coup, c'est pas du HTML, donc on n'a pas besoin de la balise style. On fait un peu de nettoyage.
vais lui dire que c'est du CSS. Alors, je ne sais pas s'il connaît. Il connaît. C'est parfait. Je vais l'enregistrer. Alors attention, bien sûr, il faut, comme je l'ai appelé styledlogin.css, il va falloir l'appeler pareil. Voilà. Alors maintenant, le chemin là, il est plus bon en local, hein. Ça, c'est le chemin que je vais mettre sur le serveur. Mais là, effectivement, si je rafraîchis ma page, il ne va pas retrouver les styles, puisqu'il n'y a pas de répertoire CSS. On va faire la même logique avec les images. On va pas laisser dans ce répertoire-là, mais on va mettre dans un répertoire dédié. Par exemple, on va l'appeler images. Voilà. Ok, ben on va aller mettre tous ces éléments-là sur le serveur et voir ce que ça donne. Alors, rappelez-vous, il faut aller dans WAMP 64 dans le répertoire www. On va créer ici un nouveau dossier qui correspondra à un nouveau projet. Alors, on va l'appeler banque. Ici, on va créer notre répertoire images pour y coller nos images. On va créer notre répertoire CSS pour les feuilles de style. Parfait. Ensuite, on va aller copier les différents éléments. Donc d'abord la page de login que je vais mettre à la racine. Ensuite, dans Images, il me faut le logo. Je le copie. Dans CSS, il me faut la feuille de style. Et j'ai dû faire un copier-coller foireux tout à l'heure. Voilà, il y a besoin que d'une fois l'extension, bien sûr. Voilà. Et bien maintenant, allons-y. On va se connecter au serveur et on va voir si le rendu de notre premier composant est correct. Donc, je vais sur localhost et on voit tout de suite que le projet banque a été créé ici. Très bien. Donc, je vais aller dans mon projet banque sur la page login.php pour voir si tout s'affiche correctement. Eh bien, ça s'affiche pas correctement parce que c'est login.html, c'est normal. Voilà. Donc là, on a une jolie page avec le logo, identifiant, mot de passe. Bon, quand je me connecte, normalement, je vais avoir une erreur 404 puisqu'il va essayer d'aller chercher une page qui n'existe pas. Testons. Alors oui, il y a d'abord le fait qu'il faut remplir les champs obligatoires. Donc je remplis n'importe quoi. Et il me dit voilà, qu'il n'a pas trouvé la page, ce qui est tout à fait normal puisque c'est maintenant la prochaine tâche que nous allons faire, développer le contrôle de l'identifiant. Nous retournons donc dans notre éditeur de texte pour créer cette page PHP de contrôle de l'identifiant. Je vais indiquer que c'est du PHP. Voilà. Je le sauvegarde alors sur mon serveur web, pas dans le projet test, mais dans le projet banque. On va l'appeler contrôle identifiant donc, .php, ça c'est bon. Voilà. Alors, c'est là qu'on va introduire une petite nouveauté qui va être la connexion à la base de données. D'ailleurs, base de données qu'on n'a pas encore créée, donc il faudra la créer, bien sûr. Et pour se connecter, on va avoir besoin de 4 variables, classiquement, qui sont, alors, moi je les appelle, je les préfixe par DB pour dire que c'est base de données. Donc, DB host, c'est-à-dire l'endroit où est hébergée la base de données. Donc ça, ce sera localhost, parce que la base de données est en local. On pourrait imaginer qu'elle soit sur un autre serveur. Ensuite, on va avoir besoin de dbName, le nom de la base de données à laquelle on va se connecter. Alors nous, on va l'appeler banque, comme notre projet PHP. Ensuite, il faut un user, donc je vais l'appeler dbuser. Et on avait vu dans la vidéo sur installation de WAMP que le user par défaut, c'était root. Ah bah tiens, on va utiliser root. Alors est-ce que c'est une bonne idée ou pas? L'avenir nous le dira. Et puis bien sûr, il y a un mot de passe, donc un password. Et on avait vu que le password par défaut de root, c'était rien du tout. Ok. Une fois qu'on a ces 4 valeurs, on va pouvoir créer ce qu'on appelle, alors
oui, je vais mettre des petits commentaires. Alors les commentaires hein, en PHP, c'est aussi slash slash. Donc on va pouvoir créer ce qu'on appelle le data source name. Donc c'est une petite chaîne qui va nous servir à nous connecter DSN comme data source name. Alors comme notre base c'est du MySQL, on va préfixer le tout par MySQL. Ensuite il faut lui préciser l'hôte qui héberge la base. Donc on l'a dans une variable. Ensuite il faut lui préciser la base de données, donc dbname. Et là, eh bien, on l'a aussi dans une variable. Voilà. Une fois qu'on a créé notre data source name, on va pouvoir créer un objet PHP qui gère la base de données. On appelle ça le PHP Data Object, tout simplement. Donc PDO, alors c'est une variable, hein. Et là, on va créer cet objet. Bon, on ne rentre pas dans les détails hein, de l'implémentation et du code, parce que là, c'est pas une vidéo vraiment sur le PHP. Alors j'entends déjà les vrais développeurs des PHP bondir sur leur siège en disant ah t'as pas géré les exceptions, machin. Bon, oui, je suis d'accord, c'est tout à fait perfectible, mais rappelez-vous, nous sommes Julien, nous sommes un développeur débutant et on peut faire des erreurs aussi bien sur la partie cyber que sur la partie PHP. Alors, revenons quand même à ce qu'on était en train de faire. Donc, pour créer ce PHP Data Object, on lui passe la data source, on lui passe le user pour se connecter à la base et bien entendu, on va lui passer le password. Voilà. À partir de là, on dispose d'un objet qui s'appelle PDO, qui est connecté à la base et qui va nous permettre de faire des requêtes. Alors justement, quelles requêtes on va faire? Eh bien, on va aller chercher dans notre table utilisateur. Donc je vais l'écrire. Donc je vais écrire requête. Donc ma requête SQL, ce sera un select. On peut tout sélectionner, ou on peut sélectionner juste l'ID, on verra. Bon, disons select étoile, from la table utilisateur, donc where la colonne identifiant de la base de données devra être égale à la valeur qu'on a reçue de l'identifiant. Rappelez-vous, dans le formulaire, la valeur qu'on envoie, c'était identifiant. Bon, en base de données, on va appeler la colonne de la même façon, ça sera plus facile. Et puis, ça ne suffit pas d'avoir le bon identifiant, il faut évidemment avoir aussi le bon mot de passe. Donc, and mot de passe égale la valeur reçue. Voilà, alors évidemment, maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on aille lire dans la requête HTTP la valeur de identifiant et ainsi que la valeur de mot de passe. Alors, pour rappel, PHP nous met à disposition une variable qui s'appelle $_post. Enfin, c'est plutôt un tableau de variables. Alors ici c'est post parce que le formulaire envoie en post. Si on avait envoyé en get, on aurait pu avoir accès aux variables de $_get. Et on va aller chercher la variable qui s'appelle identifiant dans ce tableau de variables. Tout simplement. Voilà. De même, on va aller chercher la variable mot de passe dans le tableau. Alors juste pour récapituler, dans le formulaire ici, on envoie deux éléments. Un s'appelle identifiant, l'autre s'appelle mot de passe. Ces éléments-là, on les envoie en poste, donc on les récupère dans un tableau de variables. C'est pour ça que je récupère la valeur de l'identifiant avec la clé identifiant dans le tableau de variables poste. Je stocke cette valeur dans une variable PHP cette fois-ci, qui s'appelle $identifiant. Pareil pour $mot de passe, et j'utilise ces variables dans ma requête SQL pour dire que je vais chercher tous les utilisateurs dont l'identifiant est ce qui m'a été envoyé depuis le formulaire
et en même temps le mot de passe est également ce qui m'a été envoyé depuis le formulaire, sachant que je m'attends à ce qu'il n'y en ait qu'un seul. Évidemment, ce serait un peu bizarre d'avoir deux personnes qui ont le même identifiant et le même mot de passe. C'est même impossible puisqu'on mettra une clé primaire certainement sur l'un des deux champs et en particulier sur l'identifiant dans la base. Après, ce qui peut se passer, c'est que l'identifiant ou le mot de passe ne soit pas retrouvé en base et que du coup, cette requête ne nous ramène aucun élément. Dans ce cas-là, on saura que la personne, soit son identifiant est faux, soit son mot de passe est faux, soit les deux. Mais en tout cas, on ne pourra pas lui donner accès. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler l'accès à la base de données. Pardon, l'accès au site. Ok, mais ça c'est juste une chaîne de caractères. Maintenant, il reste à exécuter la requête. Alors, comment on exécute une requête? Eh bien, c'est là qu'on utilise notre fameux PDO, notre objet PHP, et on va lui dire de faire la query. Query, ça veut dire requête en anglais, que nous avons défini ici. Et bien sûr, on va stocker le résultat dans une variable. Maintenant qu'on a notre résultat, eh bien, on va aller récupérer la liste des utilisateurs qu'on a potentiellement trouvés. Donc soit 0 s'il y a un problème d'identifiant ou de mot de passe, soit 1 et si on a plusieurs, c'est pas possible normalement. Donc on va dire dans la variable utilisateur trouvé, eh bien tu me donnes résultat fetch all. Bon, ça c'est encore une fois pas la peine de connaître vraiment tout le PHP, mais ça veut dire va récupérer tous les éléments du résultat et mets-les-moi dans cette variable-là. Et là, eh bien, on va tester. On va tester avec un if. Si on a trouvé au moins un utilisateur, alors ceci sera non nul. Et ça, en PHP, c'est équivalent à la valeur booléenne true. Donc je peux vérifier tout simplement comme ça. Ça veut dire si j'ai trouvé au moins un élément, alors je fais quelque chose. Et sinon, je vais faire autre chose. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, si on a trouvé un utilisateur, ça veut dire que l'identification est correcte. On va rediriger l'utilisateur vers la deuxième page qui est demandée, c'est-à-dire la page d'affichage des comptes, qu'on n'a pas encore développée. Donc pour l'instant, on va le rediriger vers une page et on développera ensuite cette page. Alors, pour rediriger, il faut ajouter une petite directive dans le header de la réponse HTTP. C'est pour ça qu'on utilise la fonction header. Et il faut lui dire que la location, c'est-à-dire la localisation, l'endroit où il doit aller, et c'est là qu'on met le chemin vers la page. Donc par exemple, ça sera afficher les comptes. .php, page que nous développerons après. Une fois qu'on a fait ça, comme on fait une redirection, pour arrêter l'exécution de notre script, on sort, on fait exit. Alors maintenant, il faut traiter le cas où on n'a pas trouvé d'utilisateur. Donc là, on peut mettre un commentaire. Donc l'identification est OK. On a trouvé l'utilisateur en base. Et puis maintenant, on a le cas bien sûr où on est dans le cas d'un mauvais identifiant ou un mauvais mot de passe parce que du coup, on n'a pas trouvé la personne. Et bien dans ce cas, on pourrait le rediriger vers une page d'erreur ou alors on pourrait le rediriger vers la page de connexion et lui afficher un petit message d'erreur. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Donc je vais changer un petit peu notre logique. Je vais lui dire d'aller vers la page de login. Mais cette fois-ci, ça va être une page de login PHP. Et je vais lui passer un petit paramètre, par exemple erreur égale 1. Voilà. Donc je lui passe un paramètre qui s'appelle erreur et qui vaut 1. Et on va aller modifier notre page login pour déjà la transformer en PHP. Et puis pour afficher un message d'erreur si jamais on reçoit le paramètre erreur égale 1. Voilà, alors on va faire ça tout de suite. Donc
je ferme ma page login. Je vais d'abord la renommer en login.php. OK. Alors, comment on fait ça? Eh bien, ici, avant le formulaire, on va pouvoir rajouter une petite div. Voilà, comme ça, qui va s'appeler, il faut lui donner un ID, bien sûr, pour pouvoir la manipuler en JavaScript. ID message, par exemple. C'est là qu'on affichera le message d'erreur. Et on va lui mettre classe, classe message aussi. Voilà. Ça, c'est pour gérer les styles du message. Et donc, dans le contenu, on va lui dire erreur, donc mauvais identifiant ou mot de passe. Par contre, cette div, on ne veut pas l'afficher tout le temps. On veut l'afficher que quand on reçoit ici ce paramètre erreur égale à 1. Donc, on va faire ce test et ça, on va le faire en PHP. Alors, on va ouvrir notre bloc PHP. On va fermer ici notre bloc PHP. Oups. Et on va dire si. Alors là, par contre, je pense que par défaut, comme on n'a pas précisé ici la redirection, je pense que ça sera un get. Bon, on va essayer, on va tester. Donc, si la variable qui s'appelle erreur est égale à 1, alors on va afficher tout ça. Et la fonction pour afficher, c'est simplement un echo. Je vais faire un echo de tout ça. Voilà. Alors là, on n'est pas très propre parce qu'on n'a pas vérifié si cette variable existait. On vérifie directement sa valeur. Donc si ça se trouve, quand elle n'existe pas, il va nous sortir une erreur. On va voir et si tel est le cas, eh bien on rajoutera un petit contrôle. Ok, donc on récapitule. Maintenant, notre page d'identification, c'est une page PHP qui contient un petit contrôle. Si on reçoit le paramètre erreur, c'est qu'une identification précédente a échoué, donc on affiche un petit message d'erreur. Au passage, on n'a pas encore défini la classe message, donc il ne va pas appliquer de style pour l'instant. On améliorera ça après en affichant en rouge par exemple. Sur cette page-là, on va saisir l'identifiant, le mot de passe, et on va l'envoyer à la page contrôle identifiant. La page contrôle identifiant va se connecter à la base de données, récupérer l'identifiant et le mot de passe qui ont été transmis depuis le formulaire, construire la requête qui va bien, la requête SQL qui va bien, interroger la base en appliquant cette requête, récupérer tous les résultats trouvés et normalement on s'attend à ce qu'il y en ait soit 1 si login, enfin identifiant pardon, et mot de passe sont corrects, soit 0 s'il y a une erreur sur l'un des deux champs. Si l'identification est correcte, alors on redirige vers une page qu'on n'a pas encore développée qui s'appelle afficher compte. Si l'identification est incorrecte, on redirige vers la page de login en indiquant qu'il y a une erreur. Parfait. Alors avant de tester, il nous reste quand même une étape fondamentale qui est bien sûr la création de la base de données. Parce que là pour l'instant, on n'a pas créé la base. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite on testera. Donc pour créer la base, je retourne sur localhost, je vais dans l'outil qu'on a vu la dernière fois, phpMyAdmin. Je me connecte, alors rappelez-vous, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Et là, eh bien, on va créer une nouvelle base de données. Voilà. Donc on avait dit qu'on l'appellerait banque. Très bien. Et maintenant, il faut créer les tables. Alors, j'ai mâché le travail et j'ai écrit les scripts de création de tables. Donc, on va aller directement dans SQL. On va copier directement le script de création de table. Sinon, ça aurait été peut-être un peu fastidieux.
de saisir chaque colonne à la main. Et on va quand même regarder un petit peu la table, la structure de la table. Donc, dans la table, on retrouve l'identifiant, le mot de passe, le nom, le prénom, la date de naissance, le mail. Seuls ces deux derniers champs d'ailleurs sont facultatifs, les autres étant obligatoires puisqu'ils peuvent être, ils sont note nulle. Alors vous remarquerez que j'ai rajouté un petit champ ID ici, qui est clé primaire de la table. En fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que je pense que c'est mieux d'avoir un ID technique, enfin une colonne technique sur laquelle on va pouvoir faire les jointures, les traitements, plutôt que de baser ça sur une colonne un peu fonctionnelle qui contient finalement quelque chose qui pourrait être à la main de l'utilisateur. On pourrait imaginer qu'on puisse changer son identifiant ou quelque chose comme ça. Bon, c'est une façon de faire, il y a plusieurs façons de faire. Je ne prétends pas du tout que ce soit la meilleure, mais en tout cas, ce sera largement suffisant pour l'exercice qu'on souhaite faire. Alors, on va tout de suite créer la deuxième table, puisque ça, c'était juste la table utilisateur. On va créer la table compte. Et on va regarder sa structure. Donc, même stratégie, hein, on a, alors pardon, c'est ici sur les comptes. On a une clé technique que j'ai rajoutée, hein, qui s'appelle ID. Et puis on a des champs plus fonctionnels qui sont le numéro de compte, le type de compte, donc compte courant ou épargne, le solde, donc ça sera un nombre, la devise, par exemple euro. Et puis j'ai rajouté ici ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est une clé étrangère, c'est-à-dire une colonne que j'ai appelée ID utilisateur qui va me permettre de pointer vers la colonne ID de la table utilisateur. Alors je dis que c'est une clé étrangère, mais les puristes des bases de données auront remarqué que je ne l'ai pas déclarée comme clé étrangère. Ça nous donnera peut-être un peu plus de souplesse. Mais encore une fois, on n'est pas des spécialistes de la base, donc pour nous, ça sera suffisant. Ok, de façon à ce qu'on puisse faire quelques tests, j'ai aussi créé dans mon script des jeux de tests ici avec des insertions de données, hein, encore une fois, complètement fake, mais qui seront bien utiles quand on voudra tester. Donc je vais les renseigner. Voilà, donc on reconnaît la syntaxe des inserts qu'on avait vu la dernière fois. Et pareil pour les comptes, je vais les ajouter. Voilà. Donc on peut regarder, on a une dizaine d'utilisateurs, chacun a son identifiant, des mots de passe, certains ont des dates de naissance, d'autres ne les ont pas remplis, certains ont des mails, d'autres non. Au niveau des comptes, on a les numéros de compte, le type de compte, les soldes, la devise, et ici l'ID utilisateur. Donc on voit par exemple que les trois premiers comptes sont rattachés à l'utilisateur numéro 1. Voilà, alors que les autres sont rattachés à d'autres utilisateurs. L'utilisateur numéro 6 a également deux comptes. Et en faisant une jointure sur ces deux tables, on va réussir à aller chercher les comptes d'une personne en particulier. Eh bien, testons tout ça et on retourne sur le site pour voir un petit peu quelles sont les éventuelles premières erreurs qu'on va trouver et apprendre. Donc je retourne sur la page de login. Voilà, et qu'est-ce qu'il me dit? Eh bien, un peu comme attendu, au niveau de la div, il me dit qu'il y a une erreur. Donc on est dans la ligne 20 de login.php. Et il me dit que erreur eh bien, n'est pas définie. On s'y attendait un petit peu. Ce que je vous avais dit ici, c'est que quand on manipule euh, dans cette div, quand on manipule cette variable, on n'a pas contrôlé qu'elle existait. Bah, effectivement, là, elle n'existe pas, donc le message, enfin, donc c'est normal, il n'arrive pas à trouver la clé erreur dans la liste de variables du get, et ben donc il nous crée une erreur. Alors justement, si on lui passe manuellement cette variable, juste pour voir, si par exemple je lui dis erreur égale 1, et bien là ça marche. Alors, il faudra qu'on gère aussi le style parce que pour l'instant, on n'a pas défini le style et du coup, bon, c'est pas très joli. Ben, on va le faire juste après, mais on va d'abord corriger l'erreur au niveau du PHP. Alors, pour vérifier si la variable est,
on dit qu'elle est setée, si elle est valorisée, on va tout simplement utiliser la fonction isSet. Donc, si la variable est setée, c'est-à-dire en gros si elle existe, et qu'elle est égale à 1, alors eh bien, il faut afficher ça. Sinon, on fait rien. Alors vous allez me dire, ah oui, mais si elle n'existe pas, quand tu vas aller vérifier sa valeur, bah, ça va planter aussi. Eh bien non, parce que comme il y a plusieurs conditions enchaînées avec un et, l'évaluation va s'arrêter à la première valeur false. Donc si la valeur erreur n'existe pas, cette condition-là sera false et donc PHP ne va même pas évaluer la suite et il va directement sauter l'instruction puisque le if ne sera pas applicable dans ce cas-là. On va tester tout de suite. Donc j'enregistre, je retourne ici, j'enlève mon erreur égale 1 et voilà, cette fois-ci, il n'y a plus d'erreur. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si je rentre n'importe quoi? Par exemple, 2 et n'importe quoi, voilà. Donc là, il va aller chercher en base de données, il ne va pas trouver, puisque ça j'ai mis n'importe quoi, et il devrait revenir sur cette page-là et nous afficher le petit message d'erreur. Voilà, c'est bon. Alors, on va juste rendre ça un peu plus joli, et après, on passera au cas où l'identification a bien marché, parce qu'on aura rentré un identifiant et un mot de passe qui existent en base. Donc pour faire ça, on va aller modifier un petit peu la feuille de style. Donc dans CSS, j'ouvre la feuille de style. On va aller, on va recycler en fait le style qui était utilisé dans la div que j'ai supprimé tout à l'heure. Je vais l'appeler message avec son nouveau nom. Bon, ça du coup c'est plutôt un message d'erreur. Voilà. Et on va juste changer les couleurs. Alors les couleurs, on va changer la couleur du texte et la couleur de fond, donc le color et le background color. Ici, on a un code couleur qui est en hexadécimal préfixé par un dièse. Alors il y a tout un tas de sites qui permettent d'aller trouver des codes couleurs. On va en chercher un, celui-là. Pour l'écriture, on va se mettre, alors déjà pour le fond, on va se mettre un petit peu en clair. Donc tiens, prenons celui-là, il est très bien. Donc ça c'est le background color. Et pour le texte, là on va se mettre en rouge bien vif, à fond sur le rouge. Voilà, je sauvegarde, je rafraîchis, et normalement, quand j'ai une erreur, ça devrait s'afficher en rouge. Et voilà, donc maintenant on peut dire qu'on a fini notre page de login, elle est à peu près correcte. On a fini la page de contrôle du login. La prochaine étape, ça va être eh bien, la page d'affichage des comptes quand le contrôle du login est OK. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc je vais retourner sous Notepad++ dans notre script de contrôle de l'identifiant et on va faire quelques modifications. Parce que quand je vais rediriger vers afficher les comptes, il faut que je sache vers les comptes de qui. Donc il faut que je lui passe en paramètre l'ID de l'utilisateur pour lequel on veut afficher les comptes. Et d'ailleurs, ici, on va un petit peu modifier ça parce qu'on a dit qu'on allait trouver soit un résultat, si l'identifiant et le mot de passe étaient corrects, soit 0. On n'a pas besoin d'aller chercher toute une liste d'utilisateurs. Donc au lieu de faire un fetch all, on va juste faire un fetch tout simple, c'est-à-dire on récupère qu'un seul élément. Et ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va passer en paramètre, un paramètre qu'on va appeler par exemple ID utilisateur. On va lui passer l'ID de l'utilisateur qui vient de se connecter. Du coup, au lieu d'aller chercher toutes les colonnes, ici, on peut aller chercher juste l'ID. Vous savez, ce fameux ID technique, ici, qui est clé primaire de la table. Voilà, cette colonne-là. On récupère cette colonne-là, sous réserve que l'identifiant et le mot de passe soient corrects en base, et on va l'envoyer à la page en charge d'afficher les comptes. Donc cette variable qui s'appelle ID utilisateur et dont la valeur est le champ
ID, puisque c'est ce qu'on a sélectionné ici, de l'utilisateur trouvé. Donc je vais simplement lui indiquer comme ceci. Voilà, il ne reste plus qu'à tester. Donc je retourne dans la base pour regarder. Alors ici, on avait comme identifiant cette valeur-là, le mot de passe super secret. Ok, ben on va essayer de se connecter avec cet identifiant et le mot de passe super secret. Et que se passe-t-il maintenant? Alors, on a une erreur 404 comme attendu, hein, donc il n'a pas trouvé la page. Normal, on ne l'a pas développé. Par contre, on voit bien qu'il a passé à la page ce qu'on voulait, c'est-à-dire ID utilisateur avec la valeur 1. Et en base, c'était bien la bonne valeur, c'était bien 1. Donc maintenant, quand la page afficher les comptes va recevoir ces informations, elle saura qu'il faut qu'elle aille chercher en base tous les comptes de l'utilisateur 1 et qu'elle les affiche. Allez, c'est parti. Donc pour faire ça, on va aller dans Notepad++, on va aller créer notre troisième et dernier fichier PHP. Voilà, donc je l'enregistre toujours dans WAMP. Ah, je vais d'abord lui dire que c'est du PHP, comme ça on aura la colorisation, les extensions qui vont bien. J'avais pris soin de copier le nom de la page. Voilà. Alors comme tout à l'heure, on va devoir faire deux choses. D'abord, il va falloir qu'on se connecte à la base de données. Eh bien, faisons un petit copier-coller. Ah, c'est pas forcément une bonne pratique hein, ce que je fais là, mais bon, rappelez-vous, nous sommes Julien, grand débutant. Ensuite, on va aller récupérer la variable qui nous a été envoyée depuis la page précédente. Alors, je vais l'appeler ID. Et alors, déjà, c'était pas un post, hein, c'était un get. Et ça s'appelait en fait ID utilisateur. Bon, je vais l'appeler ID utilisateur, ce sera quand même plus cohérent. Voilà, hein, donc là, je parle de cette variable-là qui a été passée en paramètre à la page qu'on est en train de développer, afficher compte. Alors je ne vais pas faire deux fois la même erreur parce que ici, si cette variable n'est pas passée, je vais avoir un problème, hein, comme ce qu'on a eu ici. Donc on va réutiliser ce test-là. En fait, il y a une façon comment dire, plus pratique de faire que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc on fait comme ceci. Donc ça, c'est un opérateur de coalescence. Alors, c'est que à partir des versions 7 et supérieures de PHP. Mais en gros, ça va éviter qu'il fasse une erreur et il va simplement me mettre nul s'il n'a pas trouvé. On a besoin d'une requête pour aller chercher les données dans la base. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher des données de la table compte. Donc, je vais aller chercher toutes les données de la table compte. Par contre, pas de tous les utilisateurs. Je vais prendre uniquement les comptes. Et si on reprend la structure de la base de données, alors c'est ici. Donc dans la table compte, on va filtrer sur l'ID utilisateur. Donc on va aller chercher toutes les colonnes, mais pour l'ID utilisateur que l'on a reçu en paramètre. C'est pour ça qu'il nous faut une clause where ici, where la colonne ID utilisateur est égale à eh bien, la valeur ID utilisateur. Alors, si c'est nul, je pense qu'on va avoir un problème SQL. Mais laissons comme ça pour voir. Ce sera peut-être une faille à découvrir. Voilà. Donc maintenant, il va falloir exécuter la requête. Donc on va reprendre exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout simplement. Par contre ici, alors déjà c'est plus utilisateur trouvé, mais là ce sont les comptes trouvés. Et puis cette fois-ci, il peut y en avoir plusieurs. Donc là, on va vraiment faire un fetch all. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir tous les résultats trouvés
Et on va mettre ça dans un joli tableau. On va mettre une ligne par compte trouvé. Bon, mais du coup, là, n'oublions pas que comme on est dans une page HTML, il faut peut-être ajouter un peu tout ce qui constitue la page HTML. Donc, on va le faire et après, on construira notre tableau. Donc, on va lui dire doctype HTML. Voilà. Dans le head, on va juste dire que, oups, on va juste mettre un titre, page de consultation des comptes, par exemple. HEAD. Voilà. On fait quelque chose de simple. OK. Ensuite, donc, on va rentrer dans le body. On va faire tout notre traitement. À la fin, ne pas oublier de fermer le body et le HTML. Et c'est là qu'on va construire notre tableau. Alors notre tableau, lui, il va avoir un certain nombre de colonnes. La première ligne, ça va être des titres. Alors on va faire quelque chose de très simple, hein. On ne va pas s'embêter. Donc un tableau, c'est table. On va matérialiser le tableau, enfin les bords du tableau, en disant border égale 1. Ça va pas être très très joli, mais c'est pas grave. Donc ne pas oublier de fermer le tableau. La première ligne, elle sera toujours là, et les lignes, on les met entre TR. Alors, on pourrait définir des headers, ce serait plus joli, mais encore une fois, on va au plus simple, et on va mettre un certain nombre de colonnes. Les colonnes, on les met entre TD, TD. Voilà. Alors, je vais juste indenter pour que ce soit un tout petit peu plus propre. Voilà. Notre bloc PHP, on va le mettre un petit peu plus bas. OK. Et les colonnes, on va en avoir plusieurs. Donc, on va avoir le numéro de compte et puis tout simplement le solde finalement. Et peut-être qu'on aura une troisième colonne plus tard, voir les détails. Ah, décidément. Alors, ici, on va se mettre, tiens, on va se mettre en gras pour faire ressortir. Voilà. Donc ici, ça sera le numéro de compte. Et ici, ce sera le solde. Et ici, par exemple, alors, on va juste mettre un petit libellé, afficher les détails. Bon, on verra plus tard, c'est si on en a besoin. OK. Ensuite, donc là, on va se connecter, on va récupérer la liste des comptes. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter une ligne dans notre tableau, hein. Là, on est dans le tableau, hein, on est entre les deux blocs tables. On est après la ligne d'en-tête et on va rajouter une ligne euh, pour chaque compte qu'on va trouver. Alors, comment on fait ça? Eh bien, c'est très simple. On va boucler sur la liste des résultats. Donc, pour chaque résultat, pour chaque, c'est for each. Pour chaque résultat dans compte trouvé, donc on va parcourir compte trouvé. Chaque résultat, on va l'appeler par exemple un compte. On va faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un petit peu de HTML. On va faire un echo de. Alors, je crée ma ligne TR. Je crée ma première colonne TD. D'ailleurs, je vais tout de suite mettre la deuxième et même la troisième. Et après, on va remplir les trous. Voilà. Et je colle, enfin, je ferme la ligne. Voilà. Donc là, j'ai ma ligne, mes trois colonnes. Dans la première ligne, qu'est-ce que je vais mettre? Alors, déjà, je vais mettre ça entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Dans ma première ligne, on a dit, dans ma première colonne, pardon, on a dit qu'on mettait le numéro de compte. Et le numéro de compte, c'est
la colonne qui s'appelle aussi numéro de compte. Quand on regarde ici, dans la base de données, on l'a appelé numéro de compte. Tiens, d'ailleurs, on aurait pu mettre le type aussi. Je vais rajouter le type. Ça sera la troisième colonne. Ok, donc justement, ici, on va marquer le type. Ça sera notre troisième colonne. Type de compte. Voilà. Donc, dans la première colonne, on met le numéro de compte. Numéro compte. Dans la deuxième colonne, ici, alors là, on va mettre deux choses. On va mettre le solde et la devise. Donc, je prends le solde, parce que en base de données, ça s'appelait solde. On vérifie bien. Ici, ça s'appelle solde. Ici, ça s'appelle devise. OK. Et on va lui coller aussi la devise. On va même mettre un petit espace là. Donc, je mets un espace et je lui colle la devise. Et dans ma dernière colonne, on va mettre le type. Le type de compte, est-ce que c'est un compte courant ou un compte d'épargne? Le type qui est dans la colonne type en base de données. Et voilà. Normalement, en faisant ça, ce sera bon. Alors, on va tester. Retournons donc sur notre page de connexion. Alors, d'abord, je vais copier les identifiants parce que je ne les connais pas par cœur. Alors, l'utilisateur numéro 1, il a 3 comptes. Donc, c'est un bon exemple. On va se connecter avec lui. Voilà, donc là, c'est son identifiant. Son mot de passe, c'est toujours super secret. Celui-là, je l'ai retenu. Donc, je me connecte. Je vais sur login.php. Je mets l'identifiant. Je tape le mot de passe super secret. Et voilà, on a bien la liste des 3 comptes. Alors, est-ce que c'est les bons? 627, 1248 et 4726. 627, 1100, voilà, ça a l'air cohérent. Bon, la page n'est pas très jolie, mais c'est pas grave. Là, le principe, c'est pas tellement de faire de l'esthétique, c'était juste de se donner des exemples sur des pages très simples pour qu'après, notre ami auditeur en cybersécurité puisse vérifier si on n'aurait pas laissé traîner quelques erreurs dans notre code. Alors, il nous reste un dernier truc à faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a fait quelque chose de vraiment pas très propre. Ici, dans un fichier compte, on a une connexion à la base de données et ici, on a aussi une connexion dans la base de données. C'est jamais très propre de dupliquer du code comme ça. On va essayer de le factoriser. Et c'est donc du coup ce qu'on va s'attacher à faire maintenant pour finir cette vidéo. Et pour faire ça, on va créer un petit fichier PHP, encore un, mais qui sera vraiment dédié à la connexion à la base de données. Donc je vais copier tout ce qui concerne la connexion. Donc je le mets dans un fichier PHP. Voilà. Voilà, donc ma connexion, elle est gérée ici. Langage PHP, comme d'habitude. Je l'enregistre. Je vais l'enregistrer dans mon projet, je vais l'appeler DB comme database. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que dans mes fichiers, plutôt que de recopier ce code, je vais tout simplement lui demander d'aller chercher ce fichier en fait. Et pour faire ça, c'est très simple, on dit require once, donc j'ai besoin une seule fois du fichier qui s'appelle db.php. Voilà, comme ça, si on change le mot de passe, eh bien, on n'aura à le changer que dans un seul fichier et non pas dans plusieurs. Vous imaginez que pour des vrais sites de grandes sociétés, il y a peut-être des milliers de pages. Donc, il vaut mieux factoriser tout ça au même endroit. On va quand même vérifier que ça marche encore.
Alors, je retourne sur login.php. Évidemment, j'ai oublié l'identifiant de notre ami. Tiens, on va se connecter avec un autre là pour voir. Un qui a qu'un seul compte. Donc, par exemple, lui, je pense qu'il n'avait qu'un seul. Et c'est Azerty1234 son mot de passe. Ok, très bien. Azerty1234, qui est un mot de passe ultra sécurisé, évidemment. Voilà. Donc là, bah, ça a bien marché. J'ai pu me connecter à la base de données. Il a un seul compte. Tout va bien. Bon ben voilà, j'ai bien travaillé, j'ai rempli tous les objectifs qui m'avaient été donnés dans l'ordre de mission, hein, les trois composants. Donc je pense que je peux sereinement passer la main à John pour qu'il audite mon site. Et c'est comme ça qu'on va donc quitter Julien et que l'on va devenir John. Donc selon Julien, hein, l'audit de sécurité de son code devrait très bien se passer, ou pas. Mais ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà détecté quelques failles dans le travail de Julien. Likez si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et on se retrouve prochainement en compagnie de John cette fois-ci. En attendant, portez-vous bien et vive la cyber.